au lieu de vie et mort des empires, j'aurais pu dire plus à propos vie et mort des assemblées délibératives, car ce sont là deux faces d'une même médaille, comme vous le verrez. Il est des moments dans la vie des nations où on a l'impression, et où les acteurs historiques avaient l'impression, que les choses peuvent brusquement changer, et du tout au tout. Pour la France, on évoquera les années 1848 ou 1871, passées au rang des légendes grâce à l'historiographie marxiste. Pour beaucoup d'entre nous qui passons notre temps à penser à la Chine, c'est 1898, l'année des réformes, qui aurait pu, pense-t-on, faire advenir un parlement chinois, une armée et une éducation transformées, une résistance crédible aux ingérences étrangères et surtout japonaises. Ce moment de réforme, les 100 jours, s'est clos sur une persécution et sur le retour au pouvoir de la faction la plus résistante au changement. Plusieurs activistes impliqués dans le mouvement ont perdu la tête. Le chef des réformistes, Kang Youwei, a réussi à s'évader au Japon avec quelques disciples. De 1898 à 1913, date de son retour à Shanghai, Kang Youwei entreprendra un voyage à travers le monde, soutenu par des associations de Chinois à l'étranger. Pendant sa période d'exil, Kang va tenter de se mettre en avant comme le maître penseur de la succession à l'empire des Qing. Il publie des esquisses de constitution, prône une monarchie limitée, des assemblées populaires, une religion confucéenne d'État. Et il se sert de ses voyages pour s'informer sur l'histoire universelle, sur les autres nations qui ont vécu ou qui vivent toujours et qui peuvent offrir des modèles pour l'avenir de la Chine. Après 1911, vu comme un nostalgique ou un rêveur par une nouvelle génération de révolutionnaires, Kang ne cesse pourtant pas de publier pour un public amoindrissant ses programmes politiques et culturels. En 1904, pourtant, la réputation de Kang est à son apogée. Ses voyages en ont fait une célébrité. L'Égypte, la Turquie, les Balkans, partout il trouve matière à réflexion. Et un soir de juin 1904, dans les ruines du Forum romain, il se livre à une méditation sur le destin des assemblées délibératives, sous une diversité de conditions historiques, géographiques et religieuses. Son analyse s'organise autour de deux ensembles de faits. La déchéance du Sénat romain, dans l'expansion de Rome à l'échelle d'un empire suprarégional, et la persistance sur 1000 ans d'un parlement anglais, en dépit de l'acquisition d'un vaste empire maritime. Il explique les deux en en appelant à la géographie avec le soutien partiel, mais pas inconditionnel, de Montesquieu. On se souvient du passage où Montesquieu rapporte l'aptitude à la liberté, à la configuration du terrain. En Asie, on a toujours vu de grands empires, mais en Europe, ils n'ont jamais pu subsister. La continuité des grandes plaines favorise l'émergence du pouvoir unitaire des empereurs, qu'ils s'appellent Shah, Tsar, Khan ou Huangdi. Mais là où le terrain habitable est entrecoupé, discontinu, fragmentaire, ne peuvent subsister que de petites unités politiques qui, elles, auront tendance à être décentralisées et à gérer leurs conflits par des mécanismes multipolaires. Voilà ce que Kang reprend de Montesquieu. Il va chercher dans l'esprit des lois des possibilités de réforme du système despotique. Il s'agit de trouver des alternatives en retraçant les origines et les transformations des formes d'organisation politique sous beaucoup de ciels différents. Kang retrace l'histoire de Rome en faisant des corrélations avec l'histoire de Chine. Donc, à mesure que
que Rome se transformait en empire, le Sénat devenait de plus en plus inutile et finalement a été supprimé. Mais avant, il y avait eu une monarchie, plutôt une chefferie, qui a été remplacée par le Sénat. Et l'important pour Kang, c'est de cerner les conditions sous lesquelles un Sénat peut subsister et avoir un rôle. Donc c'est un peu entre les deux, entre les extrêmes de chefferie décentralisée et de l'empire très centralisé. Et il y a une analogie qui lui vient à l'esprit, celle de sa province du Guangzhou, donc tout au sud de la Chine, très loin de la capitale, où chaque village a ses notables et où les questions se règlent entre clans. Relevant dans ces passages les marques d'une histoire utile et d'une comparaison instrumentale. Ce n'est pas forcément une théorie désintéressée, c'est plutôt une histoire qui a son agenda précis. Kang Youwei, pour créer la généalogie d'un possible parlement chinois, part du bas pour conquérir les sommets. Il admet que la forme d'organisation politique propre à la Chine, depuis que la Chine existe, a toujours été monarchique et, au fil du temps, impériale. L'unité de la Chine, dit-il, date du temps de l'empereur jaune, de Yao et de Shun, c'est-à-dire jusqu'à 3000 ans avant notre ère. Ayant été depuis des siècles un État vaste et richement peuplé, la Chine n'a jamais imaginé d'autre forme politique que le pouvoir monarchique. Aucune autre solution n'était possible. Mais en même temps que la Chine, ou Tianxia, simplement le monde qui existe sous le ciel, obéissait à un seul souverain, comme la terre baigne dans les rayons de l'unique soleil, les conflits locaux et les questions d'eau, de pâturage et de droits coutumiers étaient soumis à des assemblées spontanées de notables. Le village rural et la tribu montagnarde fournissent pour Kang le modèle de la démocratie à venir. Comment alors envisager que ces formes locales d'assemblée, promises à l'obsolescence du fait de l'agrandissement du territoire et de la population, puissent subsister, voire s'étendre à l'échelle d'une très grande nation? L'exception anglaise, si je peux paraphraser Kang Youwei en ces termes, offre la solution. Isolée par la Manche du continent européen, soumise de façon seulement épisodique aux tentatives impériales des pouvoirs européens, mais riche de l'expérience culturelle des Grecs, des Romains et des Germains, l'Angleterre a pu conjuguer monarchie et parlement. Elle a ensuite profité de cette situation maritime pour fonder des colonies et exporter son système hybride de gouvernement, de sorte que, au moment où Kang Youwei écrit, la monarchie constitutionnelle et le Parlement élu représentent la solution universelle aux défis de l'anarchie et du despotisme. L'histoire de l'Angleterre est détachée de celle du continent, ce qui la protège des tentations impériales propres aux grands espaces asiatiques. Mais en épousant les mers, elle a pu faire du continu avec du discontinu, créer un empire commercial et propager ses lois. Dans son enthousiasme, Kang semble avoir oublié l'existence des empires espagnols et portugais. De la même manière, jouant avec le discontinu pour faire passer ces innovations potentiellement scandaleuses, Kang propose de trouver un passé pour le futur Parlement chinois. Il ne le fera pas en le faisant descendre du système impérial. Quoique les souverains de l'Antiquité se fussent entourés de conseillers et de ministres, et que l'Empire, depuis 1000 ans, ait été gouverné au jour le jour par une bureaucratie sélectionnée à l'autorité conditionnelle, ce sont là des mécanismes de délégation qui distribuent le pouvoir sans le diviser. Pour créer une ascendance et donc une légitimité au Parlement chinois, Kang Youwei va au contraire l'enraciner dans les moments de crise attestés dans les textes historiques du passé.
où précisément le pouvoir ne se transmet pas d'une façon légitime et où il faut improviser des collectifs, des juntes aristocratiques qui élisaient le futur souverain. Voilà. Donc il a un exemple, encore un exemple de comparaison ou de corrélation entre l'histoire anglaise et celle chinoise. Quand William II est arrivé de Hollande dans ce qu'on appelle la Révolution glorieuse, la population de l'Angleterre s'approchait de 5 millions seulement. C'était, dit-il, un tout petit pays. Donc on a là la condition d'application d'un parlement délibératif. La révolution de Cromwell n'était qu'un de ces remplacements de souverains qu'on rencontre dans les chroniques des printemps et des automnes, c'est-à-dire dans l'histoire chinoise ancienne, annotée, dit-on, par Confucius, et donc une référence canonique. Cette révolution anglaise était comparable aux assassinations du duc Li de Jin, du duc Shang de Song, ou au bannissement des ducs Zhao de Lu et Zhe de Wei. Il y en a, à vrai dire, trop de cas pour être énumérés. Quand les seigneurs de Wei ont mis Gong Zijin, prince de Wei, sur le trône de ce pays, cet acte est qualifié de volonté de la multitude. Mais à vrai dire, le cours normal des choses était de laisser le pouvoir effectif entre les mains de la noblesse. Ce parallèle appelle une explication et il faut aller chercher le texte auquel se réfère Kang Youwei. Habitués à voir éclaircir les phénomènes de l'histoire asiatique par des analogies avec des événements connus de l'histoire européenne, nous nous retrouvons ici avec une perspective opposée. Mais pour bien saisir le propos de Kang Youwei, il faut non seulement connaître les noms et les dates de l'histoire ancienne chinoise, mais aussi apprécier l'influence des commentaires censés expliquer ces histoires. Car Kang Youwei a été depuis sa jeunesse adepte du commentaire Gongyang des chroniques des printemps et des automnes. C'est un commentaire pour lequel les institutions n'ont rien de permanent et les structures, comme les valeurs, sont en changement perpétuel. Quand on va voir ce que dit le commentaire Gongyang à propos de l'intronisation de Gong Zijin par les gens de Wei, le commentaire abonde en qualification. Donc voici le texte du commentaire que je ne vais pas vous lire en entier. Il suffit de voir que le commentaire est assez malaisé. Un événement s'est produit qui ne correspond pas au correct déroulement des choses selon les codes rituels. Et c'est assez embarrassant, parce que le contraire aurait été encore plus navrant. Voici l'histoire. La chronique nous raconte que le duc Zhuang de Wei avait un fils du nom de Zhou Xu par une concubine. Ce fils incontrôlable a fini par tuer son père et monter sur le trône. Les notables étaient mécontents. Le ministre Shen Tue a trouvé le moyen de faire assassiner Zhou Xu et l'a remplacé par un fils légitime du duc Zhuang, qui a régné sous le nom de duc Xuan. Les nobles de Wei ont donné leur accord, mais selon le commentateur, cette action n'était finalement pas justifiée, sans qu'on nous dise quelle solution aurait été la bonne. En tout cas, le commentaire Gongyang attribue aux gens de Wei, c'est-à-dire à la noblesse de ce pays de taille moyenne, un droit de regard sur la succession en temps de crise. Dans un cas extrême, l'autorité du seigneur est suspendue et un bricolage oligarchique assure la succession. Pour Kang Youwei, cette anecdote est à mettre au même plan que la révolution anglaise des années 1640, qui a opposé le roi Charles au Parlement, au grand dam du droit absolu des monarques. S'appuyant sur le souvenir de ces crises historiques et sur l'exemple contemporain des assemblées de villages ou de tribus, Kang peut argumenter que l'esprit des lois en Chine n'est pas toujours despotique.
Quand le roi perd sa légitimité, l'aristocratie se met en conclave pour trouver son remplacement. D'ailleurs, ajoute Kang sur un ton plus pragmatique, à quoi bon réinventer ce que d'autres ont déjà trouvé? Le système parlementaire a fait ses preuves. Il suffira, en acceptant une autre forme de discontinuité historique, de le transplanter en Chine afin de profiter de ce que les Européens ont conquis de haute lutte à travers leurs guerres de religion, leurs conflits de succession et de sécession, leurs empires voués à la faillite. Les États régis par le Parlement n'ont pu émerger qu'en Europe. Mais rien n'interdit que d'autres peuples se mettent à leur école, pourvu seulement qu'on vise à en créer les conditions nécessaires d'acceptabilité. J'ai dû simplifier et raccourcir cette méditation interculturelle. On peut pourtant apprécier la finesse de l'analyse de Kang Youwei, son refus d'accepter le passé comme dernier mot de l'histoire. En quoi Kang se démarque avec clarté des apologues du despotisme moderne, des Asian values au Tianxia system prôné par des intellectuels plus prompts à accepter une liberté sous limite ou à élargir la marge d'action de l'État qu'à étendre les droits des citoyens. La géographie, le climat, le passé ne présentent pour Kang que des conditions a priori. C'est la volonté d'adaptation qui indique les possibilités à venir. Surtout, on n'entend pas chez lui le mot de race, ce fantôme déterministe. Les modes d'organisation sont communs, qu'on soit Teuton, Burgonde, Miao, Li, Civis Romanus ou villageois du Guangdong. En lisant Kang Youwei, j'ai regretté de ne pas avoir pu partager ses vues avec le feu Marcel de Tienne, cet helléniste en rupture de banc qui ne voulait pas entendre parler du miracle grec de la démocratie et qui cherchait la compagnie d'ethnologues pour découvrir non pas les origines de la démocratie, fiction utile pour tous les ethnocentrismes, mais les pratiques d'assemblée. Que ces considérations sur la méditation de Kang Youwei dans les ruines du Forum romain lui soient dédiées. Merci.